Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Après les propos du cardinal Ouellet sur la place des femmes dans la formation des prêtres, nous entendrons Florence, elle siège au conseil du séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Les opposants à la PMA se préparent en cas d'une proposition de loi pour ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes, comme ce week-end à Lyon, reportage dans cette édition. Et puis le témoignage de Bertie et Pauline, ces deux jeunes du diocèse de Grenoble ont rencontré le pape François hier après-midi. Les évaluations des élèves de CP et CE1 ont commencé hier, une volonté pour combattre les inégalités, mais syndicats et parents d'élèves s'interrogent sur la finalité de ces tests, jugés stressants pour les enfants. La crainte de vouloir classer les écoles est aussi présente, alors est-ce le cas? Faut-il s'en inquiéter? On en parle avec Marc Vannesson, délégué général de Vers le Haut, un think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Et on commence cette édition avec la question des abus sur mineurs et les pistes pour en sortir. Inde, Pays-Bas, France, Espagne, la semaine dernière l'Allemagne. Il n'y a pas une journée sans révélation. Une grave crise au cœur des échanges des 33 présidents des conférences épiscopales d'Europe. Ils étaient réunis la semaine dernière à Poznań en Pologne. En marge de cette assemblée plénière, le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, a invité une nouvelle fois les victimes à parler parce que ces blessures détruisent la vie. Il s'exprimait au micro de Vatican News. Il faut que les gens aussi expriment en toute liberté leur colère, leur insatisfaction, leur frustration. Et c'est la voie pour que ces problèmes soient traités. Et je crois que les pasteurs, de leur côté, doivent non seulement écouter, mais aussi inviter les personnes qui ont souffert à se manifester, parce que ces blessures-là, elles ne sont pas exprimées, elles demeurent et elles détruisent la vie des personnes. Nous avons beaucoup appris dans les dernières décennies sur les souffrances et les conséquences d'abus sexuels, en particulier de la part du clergé. Et donc, les dommages sont énormes. Et donc, il y a un travail de réparation, de réconciliation qu'il faut porter en avant. Mais alors, je crois qu'il faut que cela ait une dimension psychologique et aussi spirituelle et aussi de réconciliation. Le cardinal Ouellet est aussi revenu sur la formation des prêtres et comme piste à explorer, une plus grande participation des femmes dans l'enseignement dans les séminaires. Ophélie Marien est allée à la rencontre de Florence Delacombe. Le recteur du séminaire a décidé de l'intégrer il y a un an au conseil du séminaire. En tant que femme dans le monde, moi je suis mère de famille, j'ai des enfants de 13 à 24 ans, certains séminaristes ont ces âges-là. Je vois aussi ce qu'est le monde, ce que sont les jeunes normaux, entre guillemets, dans le monde, et ce regard-là peut être important. Et en tout cas, les prêtres, les directeurs et le supérieur du séminaire sont très ouverts et sont très à l'écoute de ça et me demandent une grande liberté dans la parole parce qu'ils sont contents d'avoir un regard neuf justement sur les séminaristes, sur la formation, sur la façon dont vit la communauté ici au séminaire et donc ils me font une grande place, oui. Ça me semble naturel, ça me semble sain de voir s'ils sont capables d'évoluer avec des femmes, même dans des ambiances de travail ou de vie tout court. C'est des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont importantes pour apprécier leur justesse en humanité, je dirais. Parce que quand on est prêtre, en tout cas prêtre diocésain, on est vraiment amené à aller à la rencontre des autres, les hommes et les femmes. Une nouvelle constitution apostolique, Episcopalis Communio, c'est son nom, a été publiée ce matin. Avant le début du synode sur les jeunes, le 3 octobre, le pape a voulu préciser le rôle du synode des évêques institué par Paul VI en 1965. Le pape François indique que l'Église est en état permanent
de mission. Il faut donc que le synode des évêques devienne toujours plus un canal adéquat pour l'évangélisation du monde d'aujourd'hui. Un texte qui insiste sur l'importance des démarches de consultation pour écouter tous les fidèles et pour que les fidèles reçoivent ce qui a été dit. Le document législatif a été présenté au Vatican par le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode des évêques. Et puis, on connaît désormais le nom des participants au synode des évêques sur les jeunes. Le cardinal Sergio Darocha, président de la conférence épiscopale du Brésil et archevêque de Brasilia, a été choisi comme rapporteur général du synode. Ce qu'on appelle les pères synodaux viennent du monde entier pour refléter l'Église universelle. Monseigneur Emmanuel Gobillard fait partie des 4 représentants de l'Église de France. L'évêque auxiliaire de Lyon se réjouit de cette universalité. Une chance pour l'Europe, on l'écoute. On sent que le pape a envie de nous dire « écoutez les autres ». Écoutez les plus pauvres, écoutez les conférences épiscopales qui n'ont pas les mêmes perspectives, écoutez l'Amérique du Sud, écoutez l'Afrique, écoutez l'Asie. J'ai été très frappé par le fait que les 4 cardinaux qui sont présidents délégués du synode sont 4 membres de conférences épiscopales dont la moyenne d'âge est autour de 20 ans. À Madagascar, c'est 17 ans la moyenne d'âge du pays. Papouasie-Nouvelle-Guinée, je crois que c'est 21 ans. À Rangoon, en Birmanie, c'est 23 ans. En Irak, qui est le 4e, c'est 19 ans. Donc vous voyez que chez nous, c'est 47 ans, je crois, la moyenne d'âge, ou 45 ans. Donc on va être confronté à des réalités de jeunes qui n'ont rien à voir avec celles que nous vivons et celles que nous portons. La problématique des vocations dans certains pays, c'est comment faire avec autant de vocations. Vous voyez bien que ce n'est pas la même perspective que la nôtre. Et donc j'aime beaucoup l'idée que ce synode va nous redonner une espérance profonde, un dynamisme profond grâce à ce que vivent les autres. Et peut-être que nous, on aura aussi quelque chose à leur apporter. Et parmi les figures francophones, Monseigneur Fridolin Ambogo, archevêque coadjuteur de Kinshasa, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, ou encore le père Philippe Borden, recteur de l'Institut catholique de Paris. Et puis une rencontre spéciale entre les jeunes, les pères synodaux et le pape a été annoncée pour le 6 octobre dans la salle Paul VI. Une vingtaine de jeunes du diocèse de Grenoble a rencontré le pape François hier après-midi. Leur évêque, Monseigneur de Kérimel, avait fait une demande d'audience auprès du pape dans le cadre d'un rassemblement des jeunes du diocèse. Il aura lieu à la Toussaint, en lien avec le synode. Les jeunes grenoblois qui ont parlé avec le pape sont rentrés à Grenoble ce matin. Je vous propose d'écouter Pauline et Bertille. Alors on a tous retenu quelque chose de différent, mais on a plein de belles choses dans le cœur après tout ce qu'il nous a dit. Moi par exemple j'ai beaucoup aimé quand il nous a invités à nous salir les mains, à nous engager dans la société et non pas à se laver les mains comme l'avaient fait Caïn et Pilate. Il nous a aussi, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait qu'on soit proche des gens, parce que voilà, nous on lui disait dans la société aujourd'hui on a du mal à faire passer le message de l'Église, et sa réponse quasiment dans toutes nos questions c'était soyez proches des gens qui vous entourent et marchez à leur rythme sur le chemin de la foi. Et donc ça nous a tous beaucoup encouragés. Moi je pense que ça a fortifié ma foi, fortifié ma joie d'être chrétienne. Ce qu'il nous dit, il le vit, et il y croit profondément. Et ça m'a vraiment... Je pense qu'il m'a transmis le message d'aider mon prochain, aimer notre frère comme le Christ nous a aimés. Et je pense que voilà, ça m'a vraiment bouleversée. Les opposants à la PMA pour toutes commencent à se structurer. Si jamais le gouvernement décide d'un projet de loi fin octobre, on se souvient que le président Emmanuel Macron avait dit attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique pour se prononcer. Un avis qui doit être publié avant la fin du mois avec des préconisations. L'association Cosette et Gavroche, opposée à la PMA, prépare la riposte. Ce samedi à Lyon, ils sont nombreux à avoir répondu présent. Et l'atmosphère qui règne rappelle les mobilisations qui ont précédé les grandes manifs pour tous. Médecins, philosophes, biologistes, juristes se succèdent pour rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer et que la PMA pour toutes est une ligne rouge à ne pas franchir. Il s'agit de voir de quelle manière le projet de PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes impacte les enfants. Environ 200 personnes se sont réunies pour faire entendre leur voix et structurer une opposition en créant notamment un comité d'éthique populaire. Mais je pense qu'il faut entendre la voix du peuple, la vox populi, quoi. Mais simplement se sentir respecté. Tout un peuple est prêt à se mobiliser parce que c'est une question qui est extrêmement grave pour l'avenir de notre société.
Et ce comité d'éthique populaire sera en charge de rectifier, s'il le faut, des décisions du comité consultatif national d'éthique, qui lui est très partisan, puisque tous les membres ont été nommés par un gouvernement de gauche, puisque c'était le gouvernement Hollande. La volonté de créer ce comité est née après la publication en juillet dernier du rapport des États généraux de la bioéthique. Il ne faut pas juste faire semblant de consulter les gens, il faut aussi les écouter. Donc je rappelle que 90% des personnes qui se sont exprimées sur le site dédié sur la PMA se sont prononcées contre toute extension de la PMA et pour le statu quo. Voilà, donc étant donné qu'on n'a pas encore entendu parler du renoncement à ce projet, nous restons mobilisés. Prochain rendez-vous, l'université d'été de la Manif pour tous, le week-end prochain, où la PMA et GPA seront au cœur des débats. J'ajoute que la Fondation Jérôme Lejeune alerte les consciences sur la GPA avec un manuel publié hier. Le précédent manuel de la Fondation sur la bioéthique avait été publié à plus de 500 000 exemplaires. Les 19 martyrs d'Algérie, dont les 7 moines de Tibirine, seront béatifiés à Oran le 8 décembre prochain, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Une annonce faite vendredi par les évêques d'Algérie. Ces 19 martyrs, 16 Français, 2 Espagnols et 1 Belge, ont été tués entre 1994 et 1996. La guerre civile en Algérie opposait alors le gouvernement et des groupes islamistes. La cérémonie de leur béatification sera organisée dans la basilique de Santa Cruz à Oran, avec comme envoyé spécial du pape le cardinal Giovanni Angelo Becciu, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Cette cérémonie est une grande joie, nous a confié l'évêque d'Oran, Monseigneur Vesco. Pour moi, c'est un énorme message de fraternité. Un énorme message de fraternité, voilà. Simplement la fraternité qui nous unit tous, voilà. Tous les hommes et toutes les femmes, de toutes les cultures, de toutes les religions. Et évidemment. Et donc, c'est simplement reconnaître que c'est simplement une évidence et qu'en fait, pendant cette décennie noire, je n'étais pas dans le pays, donc je peux en parler d'autant plus librement que je risque, voilà, ça ne me concerne pas. Je ne fais pas partie de ces héros du quotidien, mais évidemment que dans des moments d'épreuve, et 10 ans c'est très long. Le danger, il était pour tout le monde, et c'était simplement partager un danger en commun. Et là, évidemment, on se sent davantage frères, davantage. C'est naturel. C'est l'occasion de montrer qu'il y a un au-delà un au-delà de la violence, un au-delà qu'on peut à travers ces morts véhiculer un message de paix, un message de pardon, et ça, je pense que le pays en a besoin. Les églises protestantes d'Europe s'unissent pour dialoguer avec le Vatican. Ce week-end à Bâle, en Suisse, le pasteur Locher, président de la communion d'églises protestantes en Europe, a signé avec le cardinal Kurt Koch, un président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, une déclaration marquant l'ouverture d'un dialogue officiel des protestants d'Europe avec le Vatican. Pour la première fois, protestants, luthériens, réformés, unis et méthodistes se sont rassemblés pour dialoguer avec le Vatican. On écoute le pasteur Christian Krieger, président de la Conférence des Églises européennes. C'est quelque chose de totalement inédit que le Vatican engage un dialogue sur la thématique Église et communion d'Église avec cette entité-là. Là, il y a une reconnaissance symbolique relativement forte. Alors, on ne sait pas ce que donnera ce dialogue, mais en tout cas, le fait de l'engager est quelque chose de significatif au niveau œcuménique, dans la mesure où la thématique même sur laquelle le dialogue portera est une thématique qui engage en fait les points durs en fait de résistance du dialogue œcuménique, puisque derrière on a à la fois la compréhension du ministère, la place du ministère de l'évêque de Rome, et donc les questions aussi des ministères féminins, etc. Y compris la compréhension sacramentelle et l'hospitalité eucharistique. Alors, faut peut-être pas se réjouir trop tôt, mais il faut se réjouir en fait d'ouverture et à travers ces déclarations d'intention d'un dialogue qui ouvre en tout cas un échange sur toutes ces questions. Et on poursuit avec la chronique du monde. Depuis les États-Unis, le père Gonzalo Mezza nous parle de la crise morale que traverse le pays.
Dans ces dernières semaines, l'Amérique a été fortement touchée par les scandales d'abus sexuels dans l'Église. Il y en a beaucoup de raisons. D'abord, les rapports de la Cour de Pennsylvanie qui relèvent d'abus commis par des personnes d'Église au cours de cette décennie. Ensuite, les nouvelles du cardinal Theodore McCarrick, ex-archevêque de Washington, qui a été forcé par le pape à la démission du collège cardinaliste à cause des accusations d'agression sexuelle sur mineurs. Enfin, une lettre publiée par l'ancien nonce aux États-Unis, Carlo Maria Vigano. Ces nouvelles ont provoqué une situation que les évêques appellent une crise spirituelle, une catastrophe morale. Une crise qui a touché profondément l'ensemble de l'Église américaine. Face à cette situation, les responsables de la conférence épiscopale américaine se sont réunis avec le pape François la semaine dernière pour discuter de possibles solutions et faire face à cette catastrophe morale. Après leur réunion, les évêques américains ont dit que l'échange avec le pape a été long et bon. Le cardinal Dinardo a ajouté « Nous avons prié pour recevoir la force et la miséricorde de Dieu. Nous attendons avec intérêt de poursuivre activement notre discernement. » Cette semaine, plus de 130 évêques et 3000 délégués se réuniront à Texas pour la 5e rencontre de l'Église hispanique. Dans cette réunion, on va reconnaître et mettre en valeur les dons des catholiques hispaniques des États-Unis. Mais les évêques auront aussi l'occasion de parler un peu des prochaines démarches pour surmonter cette crise morale dans l'Église américaine. Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père Gonzalo Meza. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est notre dossier. Alors si vous avez des enfants en CP ou en CE1, peut-être que vous êtes en train de les soutenir moralement. Ils passent leurs évaluations, des évaluations qui ont été voulues par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer pour lutter notamment contre les inégalités. Marc Vanesson, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire général de Vers le Haut, c'est un laboratoire de réflexion en quelque sorte pour nourrir le débat public sur les questions d'éducation. Alors voilà, on entend ces derniers jours ces évaluations qui font polémique. Alors pourquoi ? Alors déjà, il faut un peu repréciser, donc ces évaluations, elles ont lieu en CP, en CE1, en seconde, en 6e et en seconde. Donc il y a des moments un peu clés dans le parcours scolaire. L'enjeu, c'est d'avoir un peu une photographie du niveau des élèves français à ces moments clés de la scolarité. Donc ça, c'est au niveau national. Et puis, dans les classes, pour les enseignants, pouvoir positionner leurs élèves en français et en mathématiques et pouvoir apporter des remédiations quand il y a des besoins spécifiques pour des jeunes. Alors ces dernières heures, on entend les craintes des parents, mais aussi des professeurs. Alors, crainte pour les élèves de les stresser, pour les professeurs de faire des classements d'école en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il y a deux sujets, il y a le sujet pour les élèves, alors ça il faut vraiment complètement dédramatiser, c'est pas des tests qui doivent angoisser les familles ou les enfants, et ça d'ailleurs c'est une réflexion qu'il faut avoir sur quelle est la portée d'une évaluation dans le système éducatif. À Vers le Haut, on est très attaché au fait qu'une évaluation, elle doit toujours avoir une portée éducative. Ça ne peut pas juste être un outil de pilotage ou de notation. Il faut aussi intégrer la dimension éducative de l'évaluation. Dans ce cadre-là, elle y est, cette dimension éducative ? C'est un vrai sujet pour que on peut avoir juste un test qu'on n'explique pas aux enfants et qui peut leur faire peur. On peut aussi en faire un outil éducatif. Je donne un exemple. J'avais été très marqué par un enseignant, un chef d'établissement plutôt, qui m'avait dit un jour qu'il avait répondu à un élève qui n'aimait pas l'école parce qu'il avait peur des notes. Il lui avait dit « Moi, je ne te noterai jamais. Je noterai tes compétences, je noterai le travail que tu as fourni sur un devoir particulier, une photographie à un instant T, mais toi, ta personne, je ne la noterai jamais, elle est inestimable et ce n'est pas une note qui va résumer ta personne. » Et ça, c'est un message qui est vraiment important à avoir auprès des enfants et puis des familles. C'est un premier point. Au niveau national, au niveau du système, c'est vrai qu'il y a une crainte parce qu'il y a un peu de flou quand même sur l'utilisation qui va être faite de ces évaluations. Si on s'en tient aux résultats purs, et qu'on dit, tiens, ça va être l'outil qui va nous permettre de classer les enseignants selon leurs compétences, leurs mérites ou les établissements,
c'est pas tout à fait juste, parce que évidemment, le niveau de départ des enfants n'est pas le même dans tous les établissements scolaires, dans toutes les classes. Il faut prendre en compte bien d'autres paramètres que juste la note en français ou en maths. Donc, il y a sans doute un effort de clarification à faire sur l'utilisation qui va être faite de ces évaluations. Pour revenir sur le niveau des élèves, on entend souvent des constats assez catastrophiques. C'est vraiment le cas aujourd'hui en France? Les élèves d'aujourd'hui sont moins bons que ceux d'avant? En tout cas, c'est ce que laissent penser toutes les évaluations internationales récentes, les fameuses enquêtes PISA, qui permettent des comparaisons et dans le temps et entre pays. Et ce qui est particulièrement inquiétant dans le système français, c'est qu'on voit qu'il y a un décrochage d'une partie des jeunes qui sont vraiment en difficulté. Je vous donne un élément que l'OCDE rappelle. Quand on prend le niveau des 10% d'élèves les plus faibles en mathématiques en France, ils sont au même niveau que les élèves, les 10% les plus faibles au Mexique. Or, c'est un pays qui n'a pas les mêmes conditions socio-économiques que la France, donc c'est un vrai sujet d'alerte. Et il y a un point qui est particulièrement inquiétant, c'est que la France est un pays où le résultat des élèves est le plus déterminé par leur origine sociale. Donc ça, c'est un vrai sujet, puisqu'on parle tout le temps de l'égalité des chances, de l'école comme un lieu d'égalisation des chances. Et en fait, dans le système français, ça ne marche pas bien. Alors, est-ce que, à vous écouter, si je dis oui, les élèves sont moins brillants parce qu'il y a plus de pauvreté, c'est un raccourci ? Oui, c'est un raccourci parce qu'il n'y a pas de fatalité. On peut être d'un milieu social peut-être défavorisé et avoir des performances scolaires très satisfaisantes. D'ailleurs, il y avait une enquête qui avait été faite il y a quelques temps qui avait étudié le parcours scolaire des enfants depuis la 6e jusqu'à l'entrée dans le supérieur. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait que le principal déterminant de leur parcours de réussite, c'était leur niveau acquis en 6e, c'est-à-dire ce qu'ils avaient appris déjà en primaire. Un élève qui a déjà la maîtrise des fondamentaux quand il rentre en 6e, eh bien, il a beaucoup plus de chances de réussir qu'un élève qui a déjà des difficultés sur la maîtrise de la langue française ou des fondamentaux en mathématiques. Alors ces évaluations, on l'a dit, c'est un moyen pour lutter contre les inégalités. Vous, en tant qu'observateur, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en place justement pour lutter contre ces inégalités à l'école ? Alors, je m'appuie toujours sur ce rapport de l'OCDE qui est sorti il y a peu de temps, qui, par exemple, insiste sur l'importance de donner plus d'autonomie aux établissements pour avoir des approches qui soient plus adaptées en fonction de chaque jeune. C'est vrai qu'en France, on a un peu un système, un peu un moule dans lequel on demande aux élèves de rentrer, et il y a une partie des élèves qui s'en sortent très bien, et ça marche bien pour eux. Et puis ceux qui ont des besoins particuliers, on a plus de mal à les traiter. Et souvent on dit cet enfant, il n'est pas scolaire. Mais en faisant porter la responsabilité sur l'enfant, et peut-être que le système en tant que tel a à mieux s'adapter aux spécificités, aux besoins de chaque enfant. Et ça peut passer peut-être par plus de marge de manœuvre donnée aux établissements dans la définition de projets pédagogiques adaptés à leurs élèves. Et est-ce qu'il y a un enseignement qui serait à repenser ? Est-ce qu'il y a une formation, par exemple, des professeurs qui pourrait être repensée aussi, selon vous ? C'est un vrai défi. Le ministre de l'Éducation nationale a ouvert ce chantier. On peut faire toutes les réformes de l'Éducation nationale qu'on veut. Au final, ce qui est important, c'est d'avoir dans les classes, auprès des élèves, des enseignants qui soient reconnus, valorisés, formés, motivés, ce qui est le cas bien souvent, en tout cas sur la motivation, sur la valorisation et la formation, ça laisse parfois à désirer. Et ça, il y a une remise à plat indispensable de la formation initiale, et puis aussi de la formation continue. Comment est-ce qu'on donne en permanence aux enseignants qui sont actuellement en poste les outils pour se ressourcer, pour partager avec d'autres enseignants leurs bonnes pratiques, leurs interrogations, leurs innovations, et puis aussi comment est-ce qu'on les nourrit de tous les apports récents en matière de sciences de l'éducation, de pédagogie, de neurosciences, pour que d'une part ils puissent développer leurs compétences et puis qu'ils soient aussi dans une transmission auprès des élèves plus efficace et qui fassent grandir chacun des enfants de ce pays, et pas seulement ceux qui s'en sortent bien. Aujourd'hui, un instituteur, justement, dans les quartiers difficiles, il est formé à aller à la rencontre de ces jeunes, à leur apprendre ? Mais pas suffisamment. Alors déjà, ce qui est marquant, c'est qu'on envoie les enseignants les plus jeunes dans les établissements les plus difficiles, et surtout il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire que
comme la mutation des enseignants se fait à l'ancienneté, dès que les enseignants peuvent partir des établissements les plus difficiles, ils ont tendance à le faire. Et donc c'est très dur pour un chef d'établissement d'avoir une équipe qui reste dans la durée, pour porter un projet dans la durée, pour avoir un suivi dans le temps. Donc ça, c'est un vrai défi. Comment est-ce qu'on arrive à donner plus de moyens dans ces établissements ? Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'autres chantiers peut-être que vous avez identifiés, vous, à Vers le Haut, pour l'enseignement aujourd'hui en France ? Alors là, on est en train de travailler sur un rapport qu'on va bientôt présenter sur ce qu'on appelle les pédagogies actives ou les pédagogies innovantes. C'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, de Montessori actuellement, et on voit qu'il y a de plus en plus d'écoles hors contrat qui se créent autour de Montessori, et que, par exemple, c'est assez difficile de s'inspirer des bonnes pratiques de ces pédagogies pour nourrir l'ensemble du système. Il y a quand même le risque d'une école à deux vitesses, avec certains établissements qui arrivent à innover, à déployer des projets pédagogiques innovants, et puis l'ensemble du système qui, parce qu'il a des contraintes lourdes, n'y arriverait pas. Donc il y a sans doute un chantier à ouvrir aussi sur ce meilleur partage des pratiques pédagogiques qui permettent de s'adapter à chaque enfant. Merci beaucoup Marc Vanesson. On sera donc attentif à la publication de votre rapport. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.